Sud Radio, midi 14h, Maxime Liédot sans réserve. J'espère que vous êtes à table en train de savourer un bon plat, une bonne bouteille. Alors avec modération bien sûr, mais vous profitez, on est ravis de vous accompagner, au moins jusqu'à 14h, avec en plus quelque chose qui est, vous allez voir, en lien avec la nourriture, parce qu'on va parler régime de l'État avec Marc Toiti. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Maxime, ravi d'être là. Et vous êtes économiste, conseiller économique chez eToro, et surtout vous êtes un habitué de Sud Radio, vous venez régulièrement... Avec plaisir, bien entendu. Mais et réciproquement, la façon qu'on a de vous recevoir. Mais c'est vrai que là, on a une annonce qui est tombée il y a quelques minutes, on va en parler, mais surtout ce week-end sur laquelle on va revenir longuement, c'est la ministre Amélie de Montchalin qui a dit attention, chose exceptionnelle, on va faire le ménage des annonces. Mais avant de revenir clairement à ça, 0826 300 300 évidemment pour réagir. Vous avez entendu, est-ce que l'État, faut-il qu'il maigrisse, faut-il absolument arrêter les dépenses inutiles, les fameuses agences d'État, peut-être même vous, à côté de chez vous, vous en avez, que ce soit du France Travail, des ARS, des choses où vous passez, vous voyez du monde, vous avez jamais su à quoi ça servait. Venez témoigner, application de Sud Radio 0826 300 300. Mais on vient d'apprendre, Marc Toiti, c'est les chiffres de chômage. Ils viennent de tomber et c'est quand même hallucinant. On est à plus 8,7%, ce qui est quand même un chiffre énorme. Et ça représente en réalité 273 000 inscrits sur le trimestre. Ça, c'est sur la catégorie A. Ça veut dire les chômeurs. Et uniquement sur la catégorie A. Ça veut dire ceux qui font une recherche active d'emploi, qui sont immédiatement disponibles et qui n'ont pas du tout travaillé. Pour les autres aussi, ça augmente. On est quasiment à 6 millions de chômeurs. Vous vous rendez compte ? Plus de 6 millions de chômeurs. Donc, c'est ça qui est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui la véritable situation de l'économie française depuis des mois. Disons-le, nos dirigeants ont fait du marketing. Rappelez-vous, Bruno Le Maire, il est plus là depuis quelques mois. J'ai sauvé l'économie française, J'ai sauvé l'économie française. C'est le retour du plein emploi. Ce sont les 30 glorieuses. Vous vous souvenez ? Et moi, quand je disais, non, attendez, faut arrêter de dire ça, on me disait, oh non, mais vous êtes complotiste, il faut arrêter, non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne suis pas là pour faire de la peine, je suis là pour dire la vérité. C'est ce qu'on fait sur Sud Radio, ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Et on parle vrai. On parle vrai parce que c'est important de dire la vérité, non pas pour faire peur, mais justement pour regarder la réalité en face et réagir en conséquence. Quand on n'a pas arrêté de dire aux Français, tout va bien, c'est bientôt le plein emploi, et maintenant qu'on voit que le taux de chômage est en train d'exploser, ils ne comprennent pas ce qui est en train de nous arriver. Donc c'est très dangereux pour la stabilité. Et concrètement, qu'est-ce qui nous arrive alors ? C'est très clair. C'est un déclassement français à tous les niveaux économiques. Malheureusement, vous savez, le chômage, c'est ce qu'on appelle une variable retardée de l'activité. Ça veut dire que on a eu d'abord une quasi-récession depuis des mois. Alors, elle n'apparaît pas dans les chiffres de l'INSEE, mais elle est tout de même là. C'est-à-dire que l'activité baisse. On a un chiffre de la Banque de France, des records historiques de défaillance d'entreprise, c'est-à-dire de faillite d'entreprise. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France. Et donc, mécaniquement, si vous avez une récession, les entreprises font faillite, après, les emplois disparaissent. Et donc, le chômage augmente. Vous voyez, l'économie, c'est de la logique. Donc, c'est pas. Et c'est du long terme, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Ce qui est très inquiétant, c'est que là, c'est que le début de l'augmentation du chômage, parce que on a eu beaucoup, effectivement, vous savez, des formations un petit peu factices pour sortir les chômeurs des statistiques, etc. Maintenant, ça ne fonctionne plus, et le nombre de chômeurs qui a le plus augmenté au cours du premier trimestre 2025, c'est le chômage des moins de 25 ans. Et là, on est à quasiment 21% de taux de chômage des moins de 25 ans. Ce qui est colossal. C'est énorme. Et ça, encore une fois, catégorie A. C'est-à-dire que si pour être tous les chômeurs, on est à 30% de taux de chômage des moins de 25 ans. Mais chez les plus jeunes, c'est dramatique. On parlait des cités HLM tout à l'heure. Là, je veux dire, moi, j'en suis issu. Moi, je viens des cités HLM d'Orly. Je le dis toujours parce que des fois, on n'imagine pas. On pense que je suis comme ça. Je suis né avec une cuillère dans la main, cuillère en or dans la main. Pas du tout. J'ai réussi à gravir les échelons avec beaucoup de peine, mais tant mieux, mais globalement, le problème, c'est la méritocratie à la française, ce qu'on visiblement ne retrouve pas dans les quasiment 21% de chômeurs de moins de 25 ans. Moins de 25 ans, mais dans les cités HLM, on est à quasiment 60% de taux de chômage des moins de 25 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est quoi l'avenir ? Moi, à mon époque, il y avait quand même un petit peu d'avenir, on pouvait s'en sortir. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir ? C'est des aides, c'est du deal, c'est ça qui est très dangereux. On a un problème de stabilité sociale et sociétale en France, et la clé, c'est l'économie. Je sais qu'on n'a pas de culture économique en France. Alors on essaye d'améliorer ça, mais ça prend du temps. Mais la base, elle est là. Comme vous avez effectivement aujourd'hui en France, parce que disons les faits, nous sommes le pays le plus taxé au monde. Il n'y a pas un pays au monde où il y a plus de taxes et d'impôts par rapport à notre PIB. Numéro 1 du monde. Nous sommes le pays où il y a le plus de dépenses publiques par rapport à notre richesse. Numéro 1 également du monde. Et malgré cela, on voit effectivement la croissance est en train de s'effondrer. Donc il faut changer de logiciel. C'est là la clé. Et alors, a fortiori, regardez, cette année, on veut encore
encore augmenter les impôts. On nous sort je crois c'était ce matin ou hier. Oui, on va peut-être regarder. Alors, on va pas remettre la taxe d'habitation. Mais la contribution modeste. Voilà, petite contribution modeste. On va y revenir à ça. Mais dans l'ordre, parce que c'était quand même l'annonce du week-end. Parmi ça, beaucoup de sujets en ce moment arrivent sur la table pour soi-disant trouver des économies. On a le sacro-saint chiffre de 40 milliards et j'aimerais d'abord votre lumière sur un sujet que je ne comprends pas. Vous êtes là pour nous et même pour ceux, une fois plus, pour les auditeurs qui veulent échanger, dialoguer avec nous. Marc Toiti qui est avec nous, 0826 300 300. La ministre Montchalin dit, ça y est, on va enfin faire le tri dans les agences. Alors, Trois éléments. D'abord, elle nous dit, ça sera ou supprimé ou fusionné. Vous allez nous dire si c'est la même chose, première question. Deuxième question, alors que ça représente à peu près, je crois, le budget de toutes les agences d'État, elles sont 434, je crois, ça représente 80 milliards. Elle nous dit, on va pouvoir réussir à trouver 2-3 milliards. Comment elle calcule ça? Et ensuite, on viendra aux différentes propositions. Mais sur ces 2 points, comment vous l'observez? C'est très clair. Je veux pas être méchant. C'est du marketing. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est que par rapport à moi, ça fait des années que je dis qu'il faut réduire effectivement ces dépenses, notamment de fonctionnement. Et on me dit, mais non, on ne peut rien faire. Bon, déjà, c'est un premier pas, un premier geste. C'est-à-dire qu'elle commence à se rendre compte que bon, il faut arrêter les dégâts. Sauf que là, on parle de combien? 2 à 3 milliards d'euros. Quand vous prenez, parce que là, c'est quelques agences, quand vous prenez tout ce qu'on appelle les ODAC. Les ODAC, c'est quoi? ODAC, organismes divers d'administration centrale. Alors, rien que ça, c'est bien français. Ça, c'est bien français. Bon, alors demain, c'est vrai qu'il y a par exemple Météo France, il y a d'autres qui n'ont aucune utilité. Et ça coûte, tenez-vous bien, chiffre de l'INSEE, j'invente rien. C'est sur le site de l'INSEE, pour aller regarder. Ça coûte 140 milliards d'euros par an. 140 milliards. Et nous, on est en train de faire croire qu'on va se dépecer pour chercher 40 milliards, on est d'accord? Non, mais c'est bien sûr, mais là, même si, encore une fois, même si on fusionne quelques agences, dans le meilleur des cas, ça va ramener 2 à 3 milliards. On a besoin de 40 milliards. Donc évidemment, on est très très loin du compte. Donc il faut changer de logiciel, pas faire du saupoudrage ici ou là. Donc donc là, en fait, quand la ministre dit on va aller 1/3 de toutes ces agences ou supprimer ou fusionner, pour vous, c'est pas assez? Si on enlève 1/3, c'est pas 2-3 milliards, c'est beaucoup plus. Donc il y a un problème dans le chiffrage. Oui, ou alors on enlève celle qui coûte rien. C'est ce que je veux dire. Donc ça reste du marketing. C'est là où ça colle pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut repenser complètement. Il y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes. Vous voyez, c'est tous les ans, ça fait des années que la Cour des comptes dit justement, elle fait simplement son boulot, mais elle va pas jusqu'au bout, puisqu'à la fin, elle dit bon, tout va mal, mais c'est pas grave, je valide quand même les comptes. Elle devrait dire, écoutez, je suis désolé, il y a trop de gaspillage. Je vais vous donner un chiffre très simple, parce que souvent on me dit, oui, en France, ce qui augmente, on peut pas baisser la dépense publique parce que ce sont des dépenses sociales. C'est vrai que les dépenses sociales, c'est à peu près 42% de nos dépenses publiques. Donc c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est trop. Admettons, sans aller jusque-là. Quel est le deuxième poste? Et ça, personne n'en parle. Le deuxième poste des dépenses publiques, tenez-vous bien, ce sont les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire les salaires, les frais de bouche, voilà, les régimes, etc. Et tout ça, c'est 32% du PIB, ça coûte à peu près les dépenses publiques, 32% des dépenses publiques, donc le deuxième poste, ça coûte à peu près 580 milliards d'euros par an. Et tenez-vous bien, c'est ça qui est complètement fou. Depuis 2021, qu'est-ce qui a le plus augmenté dans les dépenses publiques en France? Bien sûr, il y a la charge de la dette. Bon, ça c'est normal parce que les taux d'intérêt ont augmenté. C'est pas les dépenses sociales. Les dépenses sociales ont augmenté de à peu près 11,5%. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme, mais on peut dire que c'est raisonnable vu notre situation. D'accord. Il y a eu un peu d'inflation, on peut dire ok. Pourquoi pas? Mais par contre, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de combien? 22%. Donc c'est-à-dire que juste pour alimenter la machine, 22% en plus. D'augmentation, ça veut dire quasiment, en chiffres, quasiment 100 milliards d'euros. Donc en fait, rien qu'en, mine de rien, en régulant, on va dire, le mode de fonctionnement, on économise le triple. Mais c'est évident, c'est-à-dire que, encore une fois, alors sans peut-être prendre la tronçonneuse, parce que c'est pas dans notre culture, mais on peut prendre peut-être du laser éventuellement, mais on peut améliorer le fonctionnement. Ce qui aujourd'hui serait évidemment le B.A.-ba. Vous voyez, quand vous regardez, ça, tout le monde peut le comprendre. Quand on est une entreprise, quand on est même un ménage, même un État, la plupart des États les États dans le monde l'ont fait. Quand ça va mal pour vous, qu'est-ce que vous faites en premier? Qu'est-ce que vous réduisez en premier? Vous réduisez vos dépenses de fonctionnement. Vous allez moins au restaurant. Vous réduisez ces dépenses au sens large. Nous, tous les États dans le monde l'ont fait. Regardez, sauf la France. On se moquait de l'Italie. L'Italie, elle est passée d'un déficit public de 7,5% en 2023 à 3,2%. Mais parce qu'il y a la volonté politique, Marc Toiti. Alors que nous, parce que ça on ne le dit pas assez, la semaine dernière sont sortis les chiffres d'Eurostat, donc chiffres harmonisés. Le pays, la lanterne rouge, c'est-à-dire le bonnet d'âne de la zone euro en termes de déficit public, c'est la France. 5,8% de notre PIB, et surtout ça va
continuer. Nous sommes le pays où ce déficit, cette dette publique augmente le plus. Ce n'est pas sérieux. Et le pire, c'est que beaucoup de Français y croient. Ben non, on a baissé les dépenses publiques. Pardon, est-ce que ça, les Français y croient encore? Parce que mine de rien, même par exemple, je prends les sujets de référendum. Non, mais il y en a encore qui croient malheureusement. Non, il y en a qui vraiment croient. que l'État commence à devenir économe ou trouve des pistes de vraiment ça. Que l'État se serre la ceinture, pour reprendre l'expression que vous utilisez souvent, parce qu'on finit l'affiliation, la métaphore, on la poursuit. Vraiment, est-ce que vous pensez qu'il y a des Français qui nous écoutent qui ont la sensation que l'État se serre la ceinture? Alors, ceux qui nous écoutent ou ceux qui écoutent la chaîne YouTube ou autre, peut-être qu'ils le savent, mais ça suffit pas, il y en a pas assez. Il y a beaucoup qui, malheureusement, comme ils n'ont pas de culture économique, ils plongent. Et ils y croient, alors que c'est complètement faux. Et c'est ça qui colle pas, parce que nous sommes donc numéro 1 du monde des dépenses publiques, la France. Donc on pourrait se dire, on pourrait attendre que nous ayons des services publics irréprochables. Ce qui n'est pas le cas, on en a encore parlé il y a moins d'une heure avec les médecins. Alors donc vous comprenez que ça montre bien que vous avez des moyens énormes. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Il y a un problème. Oui, c'est pas rien. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas un petit palmarès là. Voilà, on a la médaille d'or, si vous voulez. Mais malgré cela, les services publics se détériorent. Donc ça veut dire que c'est pas un problème de moyens, c'est pas la quantité. Mais c'est un problème de dépenses. De qualité de ces moyens. Et donc moi je pense qu'il faut repenser complètement cette dépense publique, faire changer de logiciel, sinon ça va nous coûter très cher. Voilà, ça sera la phrase en attendant de vous rejoindre dans quelques instants. 0826 300 300, venez nous donner votre avis, vous avez certainement vous des idées d'économie à faire, je doute pas, je sais que non seulement vous parlez vrai et qu'en plus vous avez des idées, vous, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300, on se retrouve dans quelques instants avec Marc Toiti, économiste et conseiller économique chez eToro, habitué de ce studio qu'on a toujours un plaisir à recevoir. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, midi 14h, Maxime Liédo sans réserve. Alors là, je peux vous dire que c'est très simple. Vous êtes sur Sud Radio, 13h18. Le débat ne fait que commencer. La question, je vous la soumets. Application Sud Radio, les réseaux sociaux évidemment, et 0826 300 300. L'État va-t-il enfin se mettre au régime dépenses inutiles, comité Théodule, institutions consultatives qui ne servent à rien, dépenses absolument lunaires? On a à peine commencé à faire l'état des lieux avec Marc Toiti, conseiller économique et économiste chez eToro notamment. C'est vrai que, et on s'était quitté sur ça, il faut la volonté politique. Et quand on entend notamment la ministre dire ou supprimer ou fusionner, arrêtez-moi si je me trompe, mais notamment la fusion, c'est en fait de mettre les mêmes personnes sous la même bannière et de faire aucune économie. Parce que quand vous disiez en réalité il y a un problème de calcul, au contraire, peut-être qu'il a été parfaitement fait le calcul, c'est-à-dire qu'on s'apprête à beaucoup de fusions et qu'on ne va réussir qu'à supprimer les tout petits machins trucs muches et fusionner ceux en réalité qui seraient très intéressants de virer. Je veux dire, le problème c'est que malheureusement c'est pas qu'aujourd'hui. Rappelez-vous Sarkozy, qui avait dit on va pas remplacer un fonctionnaire sur 2 ou sur 3 qui part à la retraite. Vous avez vérifié vous derrière? Non seulement on l'a remplacé, mais on a augmenté le nombre effectivement d'agents de la fonction publique, qui a plus augmenté que dans le secteur privé, qui a même plus augmenté que la population française. Donc c'est absolument lunaire. C'est une arnaque, c'est-à-dire, c'est la fameuse phrase, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et donc le drame aujourd'hui, il est là, c'est que on fait du marketing, mais derrière, ne s'est pas suivi des faits. Et attention, je ne parle pas effectivement des fonctionnaires qui bossent tous les jours difficilement, etc. Moi, mon père était fonctionnaire, donc voilà, il travaillais aux impôts, donc j'ai mon souvenir qu'il avait cette conscience professionnelle. Mais c'est vrai que globalement, il avait un petit boulot, c'était pas, mais bon, néanmoins, c'était comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont les hauts fonctionnaires. En fait, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont à la tête de ces organismes d'État. Cher, et après, quand il y a un changement de majorité, on va les déplacer, mais ils vont garder le même salaire. Voire peut-être on va leur donner un petit cadeau pour se faire pardonner, et ils vont avoir justement, c'est ça, les fameux comités de Théodule, etc. Les organismes consultatifs. Voilà, où justement, vous aviez un bon poste avant, maintenant, on sait pas trop où vous mettre, on vous met là, on vous garde votre même salaire, voire même on va l'augmenter. Donc c'est ça qu'il faut prendre conscience. D'autant que justement, parce que vous savez qu'on peut pas licencier les fonctionnaires, parce que justement ils ont l'emploi à vie. Le fameux job à vie, oui, bien sûr. Mais par contre, quand ils partent à la retraite, évidemment, là il faut repenser. Et encore une fois, il faut pas faire de chasse aux fonctionnaires. Vous voyez, moi j'aime pas cette culture de l'idée classe. Alors un jour il faut faire une chasse aux retraités, c'est à cause des retraités, c'est à cause des fonctionnaires. On va en parler dans quelques instants, des idées qui sortent du chapeau. Voilà, non mais ce qu'il faut, c'est simplement du bon sens. Le drame, c'est que quand aujourd'hui, vous savez, il faut regarder la différence entre les dépenses nécessaires et indispensables. Parce que toutes les dépenses sont nécessaires. Évidemment, on va vous dire, non, ça
c'est important. Mais il y en a qui le sont moins que d'autres. Quand on soulève un peu le capot. Voilà, quand on regarde, parce que ça, c'est vraiment indispensable. Par exemple, il y a plein, je ne vais pas donner de nom pour ne pas être méchant, mais dans le monde même, en économie, il y a plein justement d'organes, d'offices, etc., d'économistes. Mais allons-y, soulevons un peu le capot sans nommer, mais quels seraient les 3-4 organismes, grand maximum, pour pas tous les citer, parce qu'il nous faudrait 7 heures. Et on aimerait que les vraies voix aient lieu quand même à partir de 17 heures. Mais c'est-à-dire qu'à partir de quels sont les exemples très concrets, et je vous encourage une fois plus à nous appeler, vous en connaissez certainement dans les régions, dans vos villes, 0826 300 300, les fameux comités Théodule, organismes consultatifs qu'il faut virer, parce que ça nous coûte un pognon de dingue. Voilà, alors déjà, faut pas oublier déjà au niveau de nos députés, 577 députés, 348 sénateurs, 1758 conseillers généraux, à peu près 35 000 maires. Alors on dit oui, parfois ils sont pas payés. Oui, mais c'est pas à la rigueur. Ceux qui ne sont pas payés, ceux qui sont autour d'eux. Là, il y a des dépenses qu'il faut financer. Encore une fois. Les cabinets autour des personnes dirigeantes. Oui. Les cabinets extérieurs qu'on va financer. Nous ne l'oublions pas. Qui paye tout ça ? Ce sont les Français, c'est nous, avec nos impôts. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire que ça nous appartient un petit peu, quand même. Donc, on a notre droit de regard. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Mais comme les dirigeants, finalement, se disent, après moi le déluge, je serai peut-être moi à la source. Oui, c'est la fameuse phrase. En fait, l'argent public n'existe pas. Il y a que l'argent du contribuable, et les hommes politiques l'oublient souvent. Exactement. Et c'est vrai que le Covid a fait beaucoup de mal. Le fameux argent magique, l'argent qui est tombé du ciel. Le quoi qu'il en coûte, expression terrible. Exactement, qui a été financé en partie par la Banque centrale européenne, avec ce qu'on appelle la planche à billets. Maintenant, moi, je me souviens, quand je disais attention, il faut arrêter d'augmenter, je l'ai dit plusieurs fois à Bercy, à Bruno Le Maire, etc. Il faut arrêter d'augmenter cette dette publique, ça va nous coûter très cher. Que me répondaient les hauts fonctionnaires, même d'autres économistes, etc. Mais non, on s'en fiche, ça ne coûte rien la dette publique, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Quel manque de discernement. Vous savez combien ça coûte aujourd'hui, en 2024, la charge d'intérêt de la dette, 60 milliards d'euros. Cette année, en 2025, 70 milliards d'euros. 70 milliards, c'est ça. Foutu en l'air, excuse-moi l'expression. 70 milliards, c'est-à-dire que c'est l'équivalent, je crois, quasiment du budget de l'éducation, quelque chose comme ça, c'est colossal. Le problème, c'est que ça va continuer d'augmenter, parce que les taux d'intérêt augmentent. On va bientôt atteindre 100 milliards. Donc j'ai fait le calcul, en 15 ans, ça va nous coûter, tenez-vous bien, Maxime, 1000 milliards. 1000 milliards juste pour les intérêts de la dette en 15 ans. C'est pas irresponsable, ça. C'est pas dramatique, c'est pas suicidaire. Et quand alors, en plus de la dette, parce qu'on a dépensé, c'est quoi, une fois de plus, les comités qui ne servent à rien? Il y a un tempo à supprimer. Je vous donne quelques exemples. Là, par exemple, là, dans les ODAC, encore une fois, vous avez l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Mais qu'est-ce que c'est? Alors ça, concrètement, c'est combien de personnes? On n'en sait rien. C'est ça le problème, c'est que vous avez alors France Compétences. Il y a un organisme qui s'appelle France Compétences, en plus de France Travail. Exactement. Vous avez également Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente. Alors évidemment, à chaque fois on dit bon, c'est quelques millions par-ci, quelques millions. Mais après, alors non, je vais trouver le meilleur dans les comités Théodule. Ça, il est formidable. Écoutez bien, Commission interministérielle de coordination des contrôles. Non, mais c'est pas une blague, ça existe vraiment. Et donc on sait ce qu'ils font, toujours pas. Non, on sait pas. Non, mais vous voyez, la Commission nationale de la coopération. Donc en réalité, c'est des gens qui, à mon avis, de ce que ça dit, c'est des gens qui doivent s'assurer que tous les ministères se parlent bien pour coordonner les actions, qui sont quand même accessoirement les jobs des directeurs de cabinet, etc. Mais oui, mais encore une fois, c'est le doublon. Alors il y a également des études qui ont été faites sur, vous savez, ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Vous savez, tous les doublons qu'on a entre les départements, les régions, etc. C'est les mêmes dépenses, mais à un même niveau. Ça coûte au minimum chaque année à peu près 10 milliards d'euros. Comme ça, pareil. Juste comme ça, qu'on fout en l'air. Alors, des fois, on me dit, oui, mais si vous faites ça, si vous supprimez ça, ça va faire du chômage. Pas du tout, parce que déjà, encore une fois, les fonctionnaires, ils sont pas au chômage. Mais ça, c'est très important de l'expliquer, parce qu'en réalité, même quand on nous parle de faire en fait des économies, d'avoir du bon sens, comme vous le disiez, on nous dit, oulala, ça veut dire qu'on va virer des gens. Pas du tout. Non, pas du tout. Déjà, on peut pas le faire. Et puis surtout, quel est l'enjeu? C'est que si vous réduisez ces dépenses, par exemple, les comités Théodule, ça, c'est des personnes qui ont déjà d'autres emplois à côté, mais qui vont faire des petits cadeaux. Vous avez également toutes les agences, on va pas les citer, mais privées parfois, avec un coût énorme, parce que là, évidemment, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais ça coûte une fortune pour faire une étude que personne ne va lire. Vous comprenez? Encore une fois, ce sont les Français qui payent. Donc là, si vous réduisez tout ça, si vous réduisez cette dépense publique, moi j'ai fait des simulations, on peut réduire facilement de 50 milliards d'euros sans que personne ne voit rien. Ça n'a pas de coût social. C'est quand même pas rassurant, si vous voulez, sur à quel point de l'argent gravite de façon absolument colossale sans que personne en ait le contrôle. Mais comment expliquer que même l'État, parce que plusieurs fois il y a même eu des commissions, même les députés sont dans l'incapacité de vous dire concrètement, en fait là quand on dit les 434 agences d'État, combien ça coûte, 80 milliards, 77 milliards, parce que personne n'en sait rien. Mais je vais vous dire, c'est un système quasiment mafieux au sommet de l'État pour dissimuler tout ça. Non, ça je suis pas d'accord, ça parce qu'on ne veut pas savoir. Mais les chiffs sont là. Oui, mais donc c'est encore pire.
Mais j'invente rien. Ces chiffres-là, ils sont sur le site de l'INSEE.fr. J'invite à tous ceux à le regarder. C'est au niveau des dépenses publiques, justement, compte public. On a la chance d'avoir un pays encore libre, si vous voulez, où il y a la liberté de l'information. Tout est dans le encore. Donc évidemment, ces informations, elles sont disponibles. Mais comme on n'a pas de culture économique, on va pas les voir. Moi, c'est pour ça que je le fais. J'ai fait ma chaîne YouTube, donc qui marche très bien. Je suis à presque 230 000 abonnés, parce que justement, les Français veulent savoir. On ne leur dit pas les choses. Ça, vous comprenez? La phrase de quelqu'un qui exerce sur cette radio, les Français veulent savoir, je confirme. Mais je termine juste par rapport au chômage. Si vous baissez ces dépenses publiques, vous allez pouvoir, tenez-vous bien, baisser les impôts. Et si vous baissez les impôts, vous allez relancer la croissance. Vous allez créer des emplois. Et vous remettez de la souplesse dans la machine. Voilà, des vrais emplois, encore une fois. Vous voyez, ce que veulent les Français, c'est pas des aides, en veux-tu, en voilà. Ce qu'ils veulent, c'est des vrais emplois, c'est de l'activité, c'est qu'on les laisse tranquilles. Ce que disait Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. Les Français, absolument. L'enjeu aujourd'hui, il est là, et toutes ces dépenses, effectivement, qui ne servent pas à grand-chose, il faut les financer avec nos impôts. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que personne, justement, n'a le courage. C'est-à-dire qu'en fait, on dépense un système qu'on ne maîtrise pas. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Notre discussion fait réagir avec Marc Toiti, 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio et Daniel nous appelle de Bordeaux. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous appeler. Le thème de ce débat actuellement, c'est-à-dire quel régime faut-il appliquer à l'État, parce que Dieu sait que son fonctionnement, on va dire, est proche d'un fonctionnement qui est en réalité celui d'un État obèse, absolument gavé par l'argent public. Vous, comment vous voulez participer à ce débat? Vous avez des idées? Vous voulez nous interroger? Vous avez posé une question à Marc Toiti, dites-nous. Oui, d'abord je veux vous dire que il n'y a pas que l'État qui est en cause. À l'ensemble du secteur public, donc l'État, mais les collectivités bien sûr, qui ont beaucoup augmenté leurs dépenses, les organismes sociaux, etc. Il n'y a pas que l'État qui est en cause. Et après, moi j'ai une question à poser à Marc Toiti, parce que ça fait le fait que la dépense publique, il y a énormément de gaspillage, et ça fait longtemps qu'on le dit, et de partout. La question est, depuis 50 ans, comment fait-on pour réduire la dépense publique sans que le chômage augmente? On a mis en place des quantités de dépenses publiques qui ne servent à rien pour masquer le chômage, ou pour masquer les conséquences sociales. On en est toujours là depuis 50 ans, et moi j'entends des critiques sur les dépenses sociales, mais j'entends pas sur quelle manière de faire pour réduire le chômage. Enfin, en tout cas, ne pas l'augmenter, ce qui serait déjà pas mal. Donc vous demandez, Daniel, si j'ai bien compris, à Marc Toiti une sorte de notice assez rapide sur comment, en fait, quand un ministre, admettons, vous devez faire une petite note à un ministre qui la trouve sur son bureau, comment assez rapidement on réduit ces dépenses sociales inutiles. Non, la question, c'est que je veux dire, c'est-à-dire sans augmenter le chômage. Sans augmenter le chômage. C'était le débat à l'instant. Tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si vous réduisez ces dépenses, vous allez réduire également les impôts, donc relancer l'activité économique. Et là, le chômage repartira à la baisse. Donc c'est vrai qu'à l'instant T, encore une fois, on ne peut pas licencier les fonctionnaires. Donc ça va pas faire augmenter le chômage. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que si on repense cette dépense publique, moi je suis pour la dépense publique, mais mieux de dépense publique. Maîtriser, mieux de dépense publique. C'est-à-dire que si effectivement, au lieu de gaspiller, ça va dans des secteurs plus porteurs, par exemple dans l'investissement. Vous voyez, dans les mesures qu'a annoncé toute la ministre, elle dit, tout à fait, elle dit oui, on va réduire les dépenses sur la recherche, par exemple. C'est dommage, ou sur l'éducation. C'est l'avenir. Par contre, c'est vrai qu'il faut peut-être améliorer ces dépenses. Donc, le vrai enjeu, et là, c'est que, vous voyez, par exemple, parler des dépenses de défense. Pourquoi, en fait, on les a baissées en France pendant des années? Parce que, justement, comme c'est l'armée, c'est la grande muette, donc on se disait, eux, ils vont pas faire la grève. Donc, on va baisser les dépenses. Pas de chance. Et ça se verra pas. Comme c'est comme l'économie avec les taux d'intérêt, soi-disant, on les avait pas vus venir. Voilà. Pas de chance. Et donc, le problème, c'est que c'est un manque de courage. Et regardez ce qui se passe, encore une fois, en Italie. Je veux pas prendre la défense d'Italie, mais tout de même, pour moi, c'est vraiment un enseignement, mais je pourrais parler du Portugal également, dernièrement. Ils ont baissé les dépenses publiques et maintenant, ils sont en train de baisser les impôts. Vous voyez, en Italie, ils vont baisser de 30 milliards d'euros les impôts cette année. Ça, c'est incroyable. Donc, justement, c'est ça qui va faire baisser le chômage. Donc, c'est en cela qu'on peut baisser les dépenses sans faire monter le chômage. Donc, il y a toute une machine à faire démarrer. 0826 300 300. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir appelé depuis Bordeaux. Marc Toiti a apporté toutes vos réponses. Il reste avec nous pendant encore une demi-heure. 0826 300 300. On ira du côté de Caen, Marc, où un certain Philippe nous appelle. Vous voulez vous aussi participer, échanger avec nous, même peut-être proposer vos idées d'économie, parce que vous avez été témoin d'un gaspillage absolument abyssal. Vous avez le numéro, l'application Sud Radio. On bouge pas, on est dans le même studio et vous venez parler vrai avec nous. Bienvenue sur Sud Radio. À tout pendant une demi-heure. 0826 300 300 avec cette question: est-il enfin venu, non pas le temps des cathédrales comme on pouvait le chanter pendant un temps, mais le temps du régime
régime pour l'État qui, on le dit souvent, est obèse et gavé à l'argent public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, public, hein. Il n'y a que l'argent du contribuable, c'est-à-dire le nôtre est visiblement un citoyen pour parler vrai. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Maxime. Bonjour Philippe. Mais vous êtes du côté de Caen. Vous voulez intervenir aussi dans le débat, parce que vous aussi, vous le constatez, l'État est absolument gavé de chez gavé de chez gavé. Ah oui, c'est Obélix. Alors moi, j'aurais une petite proposition à faire à M. Touati, mais pas que, hein, aux bonnes oreilles qui nous entendent. C'est le cahier de doléances Sud Radio. On l'ouvre, on prend le crayon, on vous écoute, Philippe. Voilà, on sait qu'on a des structures collectives pléthoriques, hein, d'accord, ça on le sait. Dans la santé, vous avez une personne productive, donc un médecin, et 10, 12, on va dire, tertiaires, d'accord, à peu près. Bon, moi ce que je propose tout simplement, c'est prendre des structures et former des gens, ou des structures pléthoriques, les former pendant un certain temps et les basculer vers des ministères où il y a un déficit chronique comme la justice, comme les finances, ou pour faire du contrôle fiscal, social, etc. On cherche 30, 40 ou 50 milliards. Ben, vous avez Charles Pratt, Monsieur Touati, Marc Touati, Maxime, vous devez le savoir. Charles Pratt a sorti 2 ouvrages. Bien sûr, il est régulièrement sur cette antenne. Oui, c'est tellement large. Mais qu'est-ce que fait notre président? Soit il n'entend pas, ou il ne veut pas. Il estime entre 30 et 50 milliards par an, je dis bien, d'accord, de fraude fiscale et de fraude sociale. Tout ça, pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on est 68 millions de Français, hein, on a 75 millions de cartes vitales qui se baladent dans la nature. Alors là, il y a un problème. Donc en fait, ce que vous dites... Oui, allez-y Philippe, finissez. Vous avez aussi à prendre en compte l'IA. L'IA qui arrive comme un bulldozer et qui va faire des ravages dans le privé, c'est un autre sujet, mais dans le public. Et encore, les chefs d'entreprise, vous le savez bien Marc, freinent des cas de fer pour pas mettre l'IA en route parce que ça marche. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et Madame de Montchalin qui a reçu sa ministre, la ministre, voilà, je pense qu'elle doit prendre en photo Monsieur Rebsamen, parce que je vous rappelle quand même que Monsieur Rebsamen, il a posé son tablier, il a démissionné sous Hollande et il a fait un bras d'honneur. Alors, c'est pas sérieux. Mais moi, donc si on vous écoute, si on propositions. L'intérêt et surtout peut-être la priorité, mais d'ailleurs la ministre aussi l'a dit dans le Parisien dimanche dernier, c'est surtout quand on veut récupérer de l'argent, la fraude peut-être encore avant même. Est-ce que c'est suffisant? Elle dit ça peut nous rapporter, l'année dernière en tout cas ça nous a rapporté 13 milliards, l'équivalent du ministère de la Justice. Est-ce que ça c'est envisageable en effet, enfin cibler la fraude, est-ce que ça nous rapporte suffisamment? Bien sûr, hein, Philippe l'a bien dit. Alors après bon, on peut discuter sur le chiffrage effectivement, mais c'est sûr qu'avec l'IA aujourd'hui c'est assez rapide, mais après c'est toujours pareil. Il faut une volonté politique. On parlait notamment sur les dépenses sociales, effectivement, ce nombre de cartes vitales qui est quand même assez surprenant. On n'en parle pas. On ne veut pas effectivement froisser. Donc c'est ça qui aujourd'hui est particulièrement coûteux. Et moi, ce que je dis, avant justement de baisser certaines dépenses sociales, bien sûr, il faudra améliorer les dépenses sociales. Mais voilà, commençons par le commencement. Les dépenses de fonctionnement, le ministère administratif, la fraude évidemment, la fraude fiscale, la fraude sociale. Y mettre fin, ça va être compliqué. Mais encore une fois, vous savez, pourquoi est-ce qu'il y a de la fraude fiscale? Parce qu'on a trop d'impôts. Si vous réduisez, regardez aux États-Unis, il y a très peu de fraude fiscale. Non mais là, quand c'est l'arnaque aux cartes vitales, etc., c'est encore autre chose. C'est pareil. C'est parce qu'en fait, aux États-Unis, vous faites ça, c'est du pénal. C'est-à-dire que globalement, c'est un crime, vous comprenez? Donc là aujourd'hui, ok, on va vous arrêter. Vous avez une fausse carte vitale. On va dire bon merci monsieur, ne le refaites plus, hein, soyez gentil. Hein. Puis ils vont recommencer derrière. Donc c'est ça le problème. Pareil, le bon sens. On est dans le bon sens et aussi une sorte, je dirais, d'impunité. Hein. Ça, on a oublié à tous les niveaux, hein, pas que évidemment au niveau économique. Mais c'est clair qu'il faut commencer par le commencement. Mais pour ce faire, il faut un vrai courage politique jusqu'au sommet de l'État que nous n'avons pas. Disons-le. Et tout à l'heure, quand Maxime vous disiez, oui, effectivement, pourquoi on n'arrive pas à baisser les dépenses publiques? Parce que les dirigeants, justement, qui doivent prendre les décisions, ils ont bénéficié de ces dépenses publiques.
Donc c'est comme si ils se coupaient un bras entre guillemets, mais sauf que on les a. C'est les drogués qui doivent prendre des dispositions pour arrêter le trafic. C'est compliqué. Justement pour ça, ils sont là pour prendre les bonnes décisions. Comme tout à l'heure je parlais de la dette publique, quand tous ces hauts fonctionnaires etc. m'ont dit non, vous inquiétez pas, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Comment on peut nous dire une telle bêtise? C'est une telle ineptie, bien sûr. C'était évident. Donc, mais on est dans l'aveuglement collectif, et c'est là où c'est dangereux, c'est que comme justement les Français n'ont pas de culture économique, les dirigeants français en profitent. Parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi on ne développe pas la culture économique? En fait, parce que les dirigeants en profitent de ce manque de culture économique. Et c'est un faux cercle vertueux, en tout cas un cercle entre intérêts. Et globalement, on dit, oui, non, on ne peut pas toucher, etc. Donc bravo Philippe, excellente idée, j'ai envie de dire, mais on pourra le faire, mais tant qu'on n'a pas la volonté politique, moi je l'ai souvent dit, je pense que tant qu'on n'a pas touché le fond de la piscine, on n'a pas compris ce qui nous arrive. C'est-à-dire que globalement, on est en train de couler, mais on est persuadé qu'on va avoir un moment où on va respirer. C'est le Titanic, l'orchestre qui joue de la musique alors que le bateau est en train de couler. Donc on se dit non, finalement, ça va, c'est pas si mal que cela. Donc, mais voilà, heureusement, de plus en plus de Français commencent à comprendre que c'est grave, et je pense qu'on finira par réagir, mais je pense qu'il faudra quand même malheureusement passer encore du temps et par la case noyade vraiment, totale. Voilà, vraiment crash, où là on comprendra la gravité de la situation. Merci beaucoup Philippe de nous avoir appelé depuis quand 0826 300 300. Bon, l'État, là, visiblement, dans ces dernières semaines, a été créatif, parce qu'on pose différentes solutions sur la table, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, Marc Toiti. Ces premières solutions, on l'a esquissé, c'est le retour de la taxe d'habitation. Évidemment qu'on n'appelle pas ça ainsi. On dit une contribution modeste, alors on rappelle que Éric Lombard en tête, ministre de l'économie, Amélie de Montchalin, ministre des comptes publics, on dit attention, si on fait tous ces projets qu'on lance, ce sera sans augmentation d'impôts. Et la ministre de la ville, Juliette Méadel, qui était notre invitée tout à l'heure sur Sud Radio, a dit quand même je suis pas favorable. Donc comment expliquer encore aujourd'hui que c'est quoi? Est-ce que c'est pas non plus une question de génération politique? François Rebsamen, sans lui faire insulte, on va dire habitué du paysage politique, peut-être éléphant du Parti socialiste. Est-ce que ce n'est pas aussi un réflexe de vieux socialistes? Non mais disons le mot, c'est un véritable scandale. Nous sommes encore une fois le pays où il y a le plus d'impôts et de taxes par rapport à notre richesse. Et que pensent nos dirigeants? Parce que c'est ce qu'ils pensent au fond d'eux. On va encore augmenter. Mais ce n'est pas sérieux. On ne peut pas continuer comme ça. Mais surtout, est-ce que c'est la taxe d'habitation? Rappelez-nous combien ça rapportait, pourquoi on l'a supprimé? Le problème, c'est que finalement, on l'a supprimé justement notamment pour les Français, locataires notamment, mais également propriétaires. Mais les propriétaires, on a transféré sur la taxe foncière. Donc la taxe foncière qui a justement beaucoup plus augmenté. Et donc finalement, ça a corrigé. Donc aujourd'hui, c'est le Français moyen qui va payer effectivement si on met encore une contribution. La semaine dernière, rappelez-vous, c'était sur les retraités. Quand on dit effectivement on va supprimer l'abattement de 10% sur les retraités, ça équivaut à quoi? Une augmentation des impôts finalement. Donc vous voyez, on essaye de trouver, comme évidemment on a promis qu'on n'allait pas augmenter les impôts, alors on essaye de trouver un subterfuge. Et ma crainte, c'est que vous allez voir, dans quelques semaines, on va nous dire finalement, tiens, il y a beaucoup d'épargne en France. Mais pourquoi pas en prendre vous dites ça a déjà été un peu, certains députés y pensent, ou certains politiques y ont déjà pensé. Oui, mais ils l'ont pas encore fait, parce qu'ils n'osent pas. Mais ça va arriver. Donc moi je dis non. Je dis ça, pour moi, c'est un véritable scandale, un scandale d'État. Commençons d'abord par réduire la dépense publique. Arrêtons de faire payer les Français. Les Français, ça fait des décennies qu'ils se serrent la ceinture. Donc maintenant, c'est à l'État et la puissance publique globale à se serrer la ceinture. Ce n'est pas effectivement aux Français qui ont déjà été mis à contribution de trop nombreux points. 0826 300 300. Faites comme Claude du côté de Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour à toute l'équipe, et je voudrais dire, c'est toujours rafraîchissant d'entendre Marc Toiti. Merci Claude. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une heure avec lui. Oui, je suis 1000% d'accord avec ce qu'il a dit, et moi je voudrais revenir sur le fait qu'il faut vraiment affirmer que de manière indolore, on peut réduire le nombre global des agents travaillant pour l'État ou les collectivités en utilisant les départs en retraite. Vous avez rappelé que Sarkozy en avait parlé, mais qu'il ne l'avait pas fait. François Fillon avait pour programme de faire petit à petit, dans la durée, réduire de 500 000 emplois l'emploi public. Et je veux dire que ça, ils étaient sur la même ligne, en fait. Alors, en revanche, moi, je voudrais souligner quand même que dans la période qui a suivi, c'est-à-dire que du temps de François Hollande, il faut se rappeler quand même que sous l'impulsion du sénateur Vallini, on a expliqué que la fusion des régions allait faire des économies de 5 à 10%. Oui, on a bien vu comment ça a terminé. On a vu. Et alors, l'autre problème sur lequel il faut regarder un peu, moi je me souviens quand Emmanuel Macron est arrivé et qu'il a puisé sa force politique dans les gens qui, avant, travaillaient à l'extérieur ou dans le privé.
ce qui serait bien, c'est de dire, au fond, au terme d'un mandat politique, on ne va pas se caser dans un comité Théodule grassement payé par les impôts des Français. On retourne là d'où on vient, c'est que la politique, c'est un passage au service de la France et des Français, et c'est pas une carrière. Et là, je crois que sur ce point-là. Et alors, je voudrais rajouter aussi que dans les décisions imbéciles qui ont beaucoup coûté à l'État, l'archétype, c'est la fermeture de Fessenheim. Bien sûr, le nombre de projets publics dans lesquels on investit et qu'on torpille. Ça a coûté aux Français, je veux dire. Et aujourd'hui, on est encore en train de financer les énergies renouvelables dont on n'a plus besoin. Ça, je veux dire que il y a les. On en parlera demain à 13h. Voilà. Claude. Merci beaucoup. Ça sera. Vous pouvez. Alors préparez déjà le téléphone 0826 300 300. Vous pouvez. Vous allez pouvoir nous rappeler demain parce que on se dit aussi qu'avec les débats actuellement au Parlement sur la politique énergétique, on a quand même besoin un peu comme sur les dépenses de l'État d'y voir clair. Merci beaucoup Claude de nous avoir appelé au 0826 300 300. C'est juste ce qu'il dit aussi, c'est-à-dire que les politiques, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, si vous voulez, sur le fonctionnement dont ils ont bénéficié, entretiennent un système finalement dans lequel ils évoluent, et l'idée que la politique n'est qu'un passage, en réalité, n'est pas dans la tête de nos dirigeants du tout. Il faut être très honnête, Claude l'a dit d'ailleurs, le seul, à ma connaissance, moi j'ai 30 ans de métier maintenant, mais le seul qui a vraiment osé s'en prendre justement à cette sphère publique, à réduire la dépense publique, c'était François Fillon. Et comme par hasard, on n'a pas laissé faire. Élu. Voilà, on n'a pas laissé faire. Donc c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Et finalement, il a été remplacé par donc Emmanuel Macron entre guillemets, qui lui est un haut fonctionnaire, inspecteur des finances, donc évidemment, et il n'a pas envie de baisser la dépense publique. Hein, c'est clair. Mais pourtant, dans son programme, rappelez-vous, et c'était complètement faux. C'est pas vrai. Moi, je veux pas trop raconter parce qu'il y a des trucs un peu confidentiels, mais il n'a jamais eu de volonté politique de réduire la dépense publique. Voilà. Ça, je peux vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'était seulement une affirmation parce que ça faisait bien, mais c'était pas le fond. François Bayrou vous a dit quand il a présenté son budget, oui, on va faire des économies. Mais par contre, les dépenses publiques, c'est les chiffres du budget, ont augmenté de 4,6%. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. C'est le double de l'inflation. Et tout le monde dit ah non, il y a des économies. Mais non, les dépenses publiques continuent d'augmenter. Même hors inflation, elles augmentent de 2,1%. Donc ça montre bien que même quand on vous dit on réduit les dépenses, c'est faux. Voilà. En fait, elles augmentent moins que ce qui était prévu, mais elles augmentent quand même. Donc pour ça, il faut une vraie volonté politique. Et même encore aujourd'hui, j'en vois pas des politiques qui ont peut-être les moyens. On a encore un quart d'heure pour la trouver, Marc. Toi, la volonté, la volonté politique. Encore une fois, il faut aujourd'hui que nous ayons des dirigeants qui veulent être présidents ou autres, qui disent voilà, moi je vais m'engager à réduire la dépense publique et également sans toucher également, je dirais, au niveau de vie des Français, parce que c'est ça qui inquiète les Français. On peut baisser la dépense publique sans toucher au niveau de vie des Français. C'est le parler vrai de Marc Toiti que vous entendez uniquement sur Sud Radio. On a encore un quart d'heure ensemble, 0826 300 300, justement pour venir aussi alimenter ce débat, échanger avec nous, application de Sud Radio et Standard. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, midi 14h, Maxime Liédo sans réserve. Allez, dernière ligne droite, c'est l'équivalent du dessert pour ceux qui sont actuellement au déjeuner. On est toujours avec Marc. On n'a pas été servi. Qu'est-ce qui se passe ? Ça arrive, c'est la surprise, c'est le buffet. Parce qu'en fait, il est tellement immense ici à Sud Radio que quand on sort du studio, c'est toute une préparation. Économiste Marc Toiti, conseiller économique chez eToro, et on fait le tour avec vous de ces annonces visiblement, parce que ça y est, l'État se réveille enfin. Il faudrait trouver 40 milliards et la discussion en antenne est quand même très intéressante. Et je vous invite à nous rejoindre 0826 300 300 au standard ou sur l'application Sud Radio. C'est la conscience. Tout d'un coup, les gens, de plus en plus, depuis combien de temps vous l'estimez, ont conscience, ça y est, que l'État est obèse, que le gaspillage est absolument omniprésent, et le nombre de comités, organismes, sections à droite à gauche qui ne servent, mais alors à rien de chez rien. Non, mais c'est ça qui est rassurant, c'est que ça fait 30 ans de métier, mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, j'ai vu quand même une sorte de basculement. Alors il y a eu la période Covid où là, on était dans un autre monde, on a cru que l'argent magique tombait du ciel, etc. Puis là, on se rend compte des erreurs. Rendez-vous compte quand même, la dette publique française a augmenté de quasiment 1000 milliards d'euros depuis 2019. 1000 milliards d'euros. Et sur la même période, le PIB français a augmenté de 550 milliards. C'est-à-dire il manque 450 milliards. C'est que si j'augmente ma dette et que mon PIB, ma richesse augmente comme ma dette, on dit bon allez, au diable l'avarice. Mais ce n'est pas le cas. Donc il y a du gaspillage clair. Regardez l'année dernière sur le déficit public, on l'évoquait tout à l'heure, où la France est donc le plus mauvais pays de la zone euro. Par rapport à la prévision initiale de Bercy, de Monsieur Le Maire à l'époque, il manque 100 milliards.
100 milliards d'euros, c'est énorme. C'est-à-dire que, alors, moi j'ai trouvé 50 milliards. Lui qui se vantait de gérer les comptes comme un bon père de famille, 100 milliards sur un compte en banque, c'est rare. En moins 100 milliards, c'est pas tous les jours. Encore une fois, il manque 50 milliards, j'ai réussi à les identifier. Ça veut dire notamment à cause de la charge d'intérêt de la dette, puisqu'ils ne croyaient pas à l'augmentation des taux d'intérêt. Idem, ils ne pensaient pas que le chômage allait rester élevé, donc ça fait des dépenses, plus moins de recettes fiscales. Mais par contre, il y a 50 milliards qui manquent. Voilà. J'ai cherché, alors j'ai pas encore trouvé, on attend les chiffres définitifs de l'INSEE. Il y a vraiment de 50 milliards qui ont été purement inventés. On sait pas. Voilà, on ne sait pas où ils sont. Donc il y a eu ce creusement du déficit qui, moi, me pose quand même une vraie question. Donc là, les Français ne peuvent plus. C'est-à-dire aujourd'hui, on a menti aux Français pendant des décennies, on ne peut plus continuer comme ça. On a la chance justement d'avoir des médias qui disent les choses, des économistes, certains, moi, entre guillemets, je prends des risques parce que c'est vrai que je ne peux pas raconter tout ce qui m'arrive des fois, mais c'est vrai que des fois, on essaye de me faire taire ou de me faire des petits problèmes. Mais franchement, j'ai fait ma carrière, j'ai peur de personne, entre guillemets, mais la volonté, on va dire, de tout un narratif économique qui, sous prétexte qu'on est la 7e puissance du monde, finalement, vivrait très bien, le narratif selon lequel on a réindustrialisé, que le taux de chômage, etc., c'est presque une double, plus qu'une visière, c'est tout un casque médiéval. Mais c'est du pipeau, c'est une expression, c'est un mensonge éhonté. Vous savez, je vais vous donner un chiffre très simple. La France, en termes de ce qu'on appelle le PIB par habitant, ça veut dire la richesse par habitant. Donc là, c'est une moyenne, mais ça montre quand même un petit peu le niveau de développement d'un pays. La France, dans les années 90, était encore 11e du monde en termes de richesse par habitant. C'est pas mal. Les Américains étaient 10e, nous on était 11e. Ouais, on était même coude à coude avec les Américains. Dans les années 80, on était même devant les Américains. On était plus riches qu'eux. Vous vous rendez compte? C'est beau. C'est pas rien. Et aujourd'hui, on est combien? Les Américains, ils sont 5e. Aujourd'hui, on est 24e. 24e. Donc alors ça, c'est 2024. Peut-être que 2025, ça sera pire. Mais ça donne une idée du déclassement. Donc, mais même les Français, dans un dernier sondage, c'est 80% des Français estiment que la France est dans le déclassement. Donc, c'est la prise de conscience dans tout ce que vous disiez. Les services publics, l'école, les hôpitaux, la médecine en France, on en parlait encore tout à l'heure dans l'émission. C'est-à-dire que c'est le sentiment, finalement, de ne pas savoir où part l'argent. Mais c'est ça qui est dramatique. C'est qu'à la rigueur, qu'on ait beaucoup de dépenses publiques, mais si j'ai des services public formidable, je dis au diable avarice, finalement ça marche quand même, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Tout à l'heure on parlait du chômage, taux de chômage des moins de 25 ans, vous vous rendez compte, on est à 21%, peut-être même 30% si on prend toutes les catégories, mais c'est inadmissible, alors qu'on fait effectivement un pléthore de bac plus 5 en histoire de l'art. C'est très bien l'histoire de l'art, j'adore, mais les débouchés sont quand même limités. C'est pas ça qui fait tourner l'économie. Et pareil, aujourd'hui on nous dit on va réindustrialiser le pays. Attendez, mais il faut être sérieux, encore une fois. D'abord, n'oublions pas que le fait de désindustrialiser le pays, c'était une volonté politique. Dans les années 80, 90, et on paye encore aujourd'hui. On s'en est vanté, on s'en vante, certains s'en vantent encore aujourd'hui. Mais c'est très bien de vouloir réindustrialiser. Il faut prendre des mesures. Il faut réduire les impôts, par exemple, qui payent sur les entreprises. Il faut avoir un marché du travail plus fluide. Mais est-ce que dans ce contexte, vous qui êtes très attentif à tout ce secteur économique au sens large, est-ce que vous trouvez que les patrons, mine de rien, s'immiscent assez dans le débat? Moi, j'ai l'impression, on l'a déjà entendu aussi ici sur Sud, c'est à double tranchant, mais est-ce que les patrons prennent vraiment part? On entend toujours un peu les mêmes, Patrick Pouyanné du côté de Total, Bernard Arnault du côté d'LVMH, mais est-ce qu'ils ne s'engagent pas finalement avec encore aujourd'hui un peu trop de frilosité? Ça commence à changer quand même, parce que si on prend les déclarations de Bernard Arnault, qui est quelqu'un de très timide généralement, très réservé, moi ça m'a presque choqué, parce que je le connais depuis très longtemps, et c'est vrai que là, je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent effectivement de telles phrases qui sont quand même assez dures, mais à la rigueur ça c'est les grandes entreprises, donc les entreprises... Oui, mais on sait très bien que derrière c'est des PME, derrière des TPE qui travaillent sur tout le territoire. Non, ce qui me gêne moi effectivement aujourd'hui, c'est toute notre tissu de PME, de petites entreprises, où là, qui sont encore mal vu, entre guillemets, encore une fois, la culture de lutte des classes, alors que la plupart des chefs d'entreprise, regardez, on a des défaillances d'entreprises qui atteignent des sommets historiques. Donc là, malheureusement, il faut valoriser nos entreprises. Ce sont les entreprises qui créent des emplois, bien entendu. Et donc voilà, il faut réconcilier les Français avec l'économie. C'est ce que j'essaye de faire depuis des années, et malheureusement, ça marche pas toujours. Mais globalement, il faut continuer. Moi, je note vraiment, je le vois dans les conférences que je fais en province ou ailleurs, je vois qu'on a, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Et donc, vous savez, je pense que les dirigeants français, ils en sont conscients, ils en ont un peu peur. Ils paniquent un peu. Ils lancent à chaque fois des ballons d'essai. Ouais, ils disent peut-être là on va faire les retraites. Ah ben non, on va peut-être réduire là. Ils sont un petit peu dans la panique parce qu'ils se rendent compte que les Français sont conscients de la gravité de la situation. Donc on ne peut plus continuer de mentir comme ça aux Français. Donc maintenant, moi j'attends effectivement des futurs peut-être dirigeants politiques qui auront le courage de dire voilà ce qu'on va faire pour réformer le pays. Encore une fois, parce qu'on parle de l'Argentine, tous les pays européens l'ont fait. Tous. Espagne, Portugal, Italie, etc. Donc,
on n'est pas plus bêtes que les autres. Pourquoi nous n'arrivons pas? Alors c'est qu'on est français, on est mieux que les autres. Le sentiment de se croire non, que... parce qu'on ne dit pas les choses, parce qu'on est dans le déni permanent. Rendez-vous compte, encore une fois, nos dirigeants nous disent encore, ça y est, ce sont les 30 glorieuses, la France, vraiment, on a une croissance très forte, alors qu'en réalité, on empêche les gens de bosser le 1er mai, donc si vous voulez, le discours n'est pas... C'est un global, c'est-à-dire qu'il faut redonner, je dirais, de la respiration à notre pays, et moi j'ai fait des simulations très simples, notamment pour baisser les dépenses publiques de 50 milliards d'euros minimum par an, et également de baisser les impôts de 50 milliards d'euros. Et donc là, tous les Français vont en avoir, je dirais, le bénéfice, entre guillemets, parce que faut savoir qu'aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat qui est très très compliqué, qui est très faible. L'inflation, elle est toujours là, malheureusement. Elle est moins forte, mais elle est toujours là. Elle pèse toujours dans le porte-monnaie. Continue d'augmenter. Moi, je pense qu'il faudrait que nos dirigeants aillent faire leurs courses. Dans un supermarché. Oula, quelle idée. Ouais, non, mais ça serait bien parce que on se rend compte quand même. Leur demander d'être dans la vraie vie, Marc, toi, tu sais pas possible. Mais ça serait important. C'est une utopie. Ça serait important. Oui, pour qu'ils se rendent compte, mine de rien, qu'au quotidien, c'est une épreuve colossale. Et encore une fois, nos Français aujourd'hui, ils ont cette difficulté économique, financière, donc il faut leur donner du pouvoir d'achat. Il faut réduire effectivement les impôts. Par exemple, vous voyez la CSG. Oui, ça aussi, c'est l'arnaque du siècle, ça. Mais la CSG qui devait être temporaire et ça fait. Non, c'est la CRDS qui devait être temporaire, mais la CSG, c'était 1% à la base, créé par Michel Rocard en 91. Maintenant, on est à 9%. Et si vous prenez sur l'épargne, on est à 17%. La CRDS, pareil, ça c'était Juppé qui l'avait faite, ça devait être temporaire, c'était donc en 96, on est en 2025, c'est toujours là et ça va continuer. Donc vous voyez que faire attention, on a cette tentation d'augmenter en permanence les impôts, et donc les Français aujourd'hui payent tout ça, et donc il faut réduire justement cette pression qui pèse sur les Français pour redonner du pouvoir d'achat. Le Parler vrai de Marc Toiti sur Sud Radio pendant 1 heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À toutes et à tous. Mais votre chaîne YouTube, je la rappelle, en plus de celle de Sud Radio, bien sûr, sur laquelle le replay de cette émission sera installée, votre chaîne YouTube Marc Toiti TV, justement pour retrouver ce franc-parler, les nombreuses perspectives et les nombreuses analyses que vous développez, économiste et conseiller économique chez eToro, habitué de ce micro. Merci beaucoup. 0826 300 300. Merci de nous avoir appelés et d'avoir participé. On se retrouve demain et ça jusqu'à la fin de la semaine. Même heure, même radio.